Chers élèves, bonjour. Cette leçon est destinée aux élèves de la première année du baccalauréat, toute option. Il s'inscrit dans le troisième module intitulé « Étudier un roman à thèse ». Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un passage extrait du chapitre 23 du roman à thèse « Le dernier jour d'un condamné ». Un passage allant de « Je ne sais à quoi je pensais » jusqu'à « J'ai reculé avec horreur ». Comme c'est déjà mentionné, il va s'agir d'une activité de l'étude de texte. Puisque ce chapitre 23, est un peu long par rapport à la plupart des chapitres de ce roman, on a choisi de se contenter de l'étude d'un extrait. Alors, l'objectif sera de reconnaître les moyens utilisés pour dénoncer une société qui rejette, exclut et condamne. Tout d'abord, essayons de contextualiser et d'identifier le texte. On sait bien que le siècle est le 19e siècle. Le genre, c'est un extrait d'un roman à thèse. Le type, il est narratif et descriptif. Les personnages seront le narrateur et un certain le frioche. Et on sait bien qu'un roman à thèse est un roman qui a une portée argumentative. Alors, pourquoi le recours au type narratif descriptif? Oui, certes, le texte est narratif et descriptif, mais il est à visée argumentative comme la plupart des textes de ce roman. Pour situer ce passage, on doit revenir un peu sur la chronologie des événements. Dans les chapitres qui précèdent, le condamné a reçu 4 visites, celle du guichetier, du directeur de la prison, du prêtre et de l'huissier. Et c'est ce dernier, c'est-à-dire l'huissier, qui va lui annoncer le rejet de son pourvoi en cassation. Ce qui fait que, automatiquement, il doit quitter Bicêtre pour être transféré à la conciergerie. Il va quitter Bicêtre après 6 semaines d'attente. Il attend son pourvoi en cassation, mais il a eu la réponse. Donc, le jour de son exécution, le narrateur a été transféré de Bicêtre à Paris. Il se trouve dans un petit cabinet au palais de justice où il rencontre un autre condamné à mort qui va occuper sa cellule, qu'il va appeler même son héritier. Ce dernier, en attendant d'être transféré à Bicêtre, s'apprête à raconter son histoire. Donc, nous allons assister à un récit, le récit du frioche. Alors, nous allons dégager les axes de lecture à partir des mouvements même du texte qui se divisent en 2 parties. La première partie va du début jusqu'à mon héritier. Dans ce fragment, nous allons assister à un portrait du frioche fait par le narrateur. Pour la deuxième partie, allant de « Que veux-tu » jusqu'à la fin de ce passage, notre condamné, le jeu, le narrateur, il va s'effacer pour laisser sa place à un deuxième personnage, à un deuxième jeu qui est un certain le frioche. Passons donc à l'étude de notre texte et commençons par le premier axe intitulé le portrait des frioches. En effet, le narrateur a établi pour l'autre condamné à mort, le frioche, 2 portraits, l'un physique et l'autre moral. Pour le portrait physique, on a qu'il a 55 ans, il a une taille moyenne, il est ridé, c'est-à-dire plein de rides, voûté, c'est-à-dire courbé, grisonnant, c'est-à-dire il a des cheveux blancs, des membres trapus, c'est-à-dire gros, des yeux gris, et les sales, il est engaini, c'est-à-dire il a des vêtements vieux et déchirés, il est demi-nu. Pour ce portrait, on remarque que c'est un portrait qui est dévalorisant. Et même le narrateur, il éprouvait un certain dégoût vis-à-vis de cet homme. Et lorsque le condamné a voulu lui prendre la main, vous l'avez su vers la fin du passage, il recule avec horreur. Quant au portrait moral, on a un regard louche, c'est-à-dire douteux, c'est-à-dire soupçonneux,
un rire amer sur son visage, mendiant. Il déclare même, c'est-à-dire le frioche, il déclare que, il dit, je voulais être honnête homme, j'avais de plus beaux sentiments. On remarque à partir de ce portrait moral fait pour le frioche qu'il est quelqu'un de bien au fond. Et si on compare les deux portraits, physique et moral, nous allons remarquer qu'il y a un certain contraste entre les deux portraits. Le portrait physique, il est dévalorisant, alors que le portrait moral, il est valorisant. On peut dire qu'en conclusion partielle de l'axe premier, que physiquement, le frioche est un vieux condamné, dégoûtant, repoussant, sale, mais le portrait moral est là pour expliquer et montrer au lecteur qu'il a bon cœur et qu'il est honnête. C'est la société négligente qui a fait de lui un criminel. On peut se poser des questions. Comment donc la société peut être coupable à l'égard d'une personne, d'un criminel? La réponse sera dans le deuxième axe. Dans ce deuxième axe, intitulé Tel père, tel fils, nous allons répondre à la question déjà posée. Essayons d'abord d'établir le parcours du frioche à partir de son récit. Sur le tableau, il est déjà orphelin à l'âge de 6 ans, il n'avait ni père ni mère. En avant, c'est un filou, il devient un filou, c'est-à-dire escroc, à 10 ans, voleur, à 17 ans, un galérien pour cambriolage dans une boutique. À 32 ans, on le libère, il mène une vie misérable, alors il se livre au vol, il est arrêté et condamné aux galères à perpétuité pour vol de pain. Il est condamné à mort à 55 ans. On remarque d'abord que les peines apparaissent un peu sévères, un peu exagérées et injustes par rapport au crime commis. On l'a condamné aux galères à perpétuité pour vol de pain. Aussi, on peut dire qu'il a trouvé peut-être une certaine difficulté à réintégrer la société, surtout à l'âge de 32 ans. Si on revient sur le texte, nous allons trouver que son passeport, il était jaune et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Et même les gens, leur réaction, c'est avoir peur de lui. Il déclare sur le texte que « je faisais peur » et les petits se sauvaient. Aussi, personne ne voulait lui donner d'ouvrage, c'est-à-dire de travail. Comment donc une personne exposée à tous ces obstacles ne va-t-il pas penser à revenir à ses crimes? C'est un message de Victor Hugo pour ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort. Un dernier point, c'est que tout ce parcours mené par le frioche n'est que le résultat de son orphelinat. Il est orphelin à l'âge de 6 ans. Cela va nous mener à se demander si Marie, la fille du narrateur, ne va-t-elle pas connaître le même sort que ce frioche, être aussi délinquante, être criminelle, être vers la fin condamnée à mort comme son père, puisque le frioche a eu le même sort que son père. Bien sûr, Victor Hugo il va recourir à un ensemble d'indices textuels. D'abord, on a le champ lexical de la misère. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère, boire de l'eau claire, manger du pain noir, coup de bâton, ce qui montre que le frioche mène une vie pleine de souffrance. L'utilisation de ce champ lexical vise à susciter la pitié et la compassion du lecteur. C'est le registre pathétique. Aussi, le recours du frioche au niveau de langue familier montre que le frioche est une personne sans éducation, ce qui justifie ces phrases courtes, rapides et successives. Pour les figures de style, on a l'antiphrase, la belle recommandation qui marque l'ironie du frioche. On a aussi l'antithèse, boire de l'eau claire, manger du pain noir. Clair et noir, deux mots qui sont opposés. Comme conclusion partielle du deuxième axe, on peut dire que Victor Hugo ici, il a l'objectif de dévoiler les véritables causes de la criminalité. Ce sont les conditions sociales. D'après le texte, les principales causes sont
la misère, l'absence d'éducation et la difficulté de réinsertion. Alors, Victor Hugo tente de montrer l'innocence du frioche et par là de tous les condamnés à mort, puisque c'est la société qui est coupable. Comme synthèse de ce passage, on peut dire qu'à travers cet extrait, Victor Hugo vise à défendre les misérables, victimes de la société et de la justice injuste. Il donne la parole à un condamné de la société pour raconter avec son propre parler sa version des choses. C'est dès lors un passage engagé avec une dimension argumentative. Cela nous mène bien sûr à poser une panoplie de questions du genre. Quelle est la part de responsabilité de la société dans l'expansion de la délinquance et du crime? La peine de mort permet-elle de supprimer ces fléaux? Et à quel point la société commet-elle un crime en condamnant à mort un accusé ayant un enfant? Je vous remercie, chers élèves, j'espère que vous avez bien profité de cette séance et à la prochaine.